Alors le compromise run, en fait, c'est exactement comme en triathlon. C'est beaucoup moins important qu'on le pense et ça devient de plus important à mesure qu'on devient fort. Le seul enjeu pour un débutant de courir après descendre du vélo, c'est de voir à quel point tes jambes répondent de façon bizarre. Si on continue sur le Aerox, est-ce que tu as quand même fait des entraînements un petit peu spécifiques par rapport à ça? Comment tu as structuré ça à l'approche de la compète? Ouais, j'en ai fait 6-8. Alors l'idée, c'est qu'en fait, quand je dis pas spécifique... En fait, ouais. Qu'est-ce qui est spécifique à l'Aerox et qu'est-ce qui est pas spécifique à l'Aerox? Parce que quand je fais ma séance de course à pied et que je travaille mon allure semi-marathon et que je fais une séance typique de construction pour de l'allure semi-marathon ou un peu plus rapide, au seuil, euh, en fait, je suis déjà dans du spécifique Aerox, Mhm. dans une grande mesure. Donc, en fait, si j'étends le spécifique Aerox à tous mes entraînements en course à pied qui étaient dans le bon range physio, c'est bien plus que ça. Mhm. Mhm. Mais quand je veux dire spécifique Aerox, ça veut dire que j'ai fait des burpees, j'ai fait des wall balls, j'ai fait des trucs. Et en fait, basé sur la même construction de séance que mes séances de course à pied, juste au lieu de faire un 6 minutes unbroken en courant, bah, tu vas faire 2 minutes de wall ball, 2 minutes de course et 2 minutes de burpees. Et t'essayes sur tes burpees de pas craquer le plafond, de pas être au rupteur, et t'essayes de trouver des stratégies pour lisser ton effort le plus possible, comme si tu étais à pied. Parce que, hormis si tu as un modèle de séance très particulière de hard start ou de fin ou de progressif, si tu as un 6 minutes au seuil ou à l'heure semi-marathon, tu vas jamais faire tes 2 dernières minutes à bloc. Donc, il n'y a pas de raison quand tu fais tes burpees que tu sois à bloc. Donc, à ce moment-là, bah, tu essaies de raisonner. Est-ce que techniquement, je peux faire en sorte de rendre le mouvement plus simple en m'aidant avec mon genou, en me redressant pas, en posant les genoux, etc. etc. Ou est-ce que juste en faisant moins, en mettant moins de fréquence? Parce que tu vois, typiquement, ça, c'est une vision que j'aime beaucoup et qui se conçoit très bien euh, à vélo ou en aviron. En fait, tout est plus. En fait, comme énergétiquement, tout est un continuum et qu'il n'y a pas vraiment de. En fait, entre la force et l'endurance de force, et entre l'endurance de force et l'endurance, quoi et quand? Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends une barre de squat et que je fais un squat genre à 95% de mon max et j'en fais un toutes les 3 minutes. Mais en fait, je suis déjà sur une notion de torque et de fréquence. Et si au fur et à mesure que j'allège ma barre, j'augmente ma fréquence, bah, au final, je me retrouve sur un vélo en côte à 40 RPM à tenir 1 heure. Mhm. Donc en fait, c'est marrant de voir que entre quand tu appuies sur ta pédale à 40 RPM sur le vélo et quand tu fais un RM au squat, tout ça n'est que un prolongement. Et potentiellement, tu pourrais continuer de l'autre côté en faisant 90 RPM et à tenir des heures et des heures. Mhm. Et donc, en fait, quand tu es sur ton burpees, c'est la même problématique. À quel point est-ce que je peux enlever du torque et baisser ma fréquence pour faire en sorte que la puissance que je développe sur cet exercice est la bonne pour ne pas overshoot au niveau cardio, parce qu'après, il faut courir. C'est Mhm. là tout le problème, en fait. Ouais, ouais, donc en gros, avoir un effort qui est répétable et durable sur la portion donnée, et en plus assez durable aussi pour la partie suivante, parce que comme tu as dit, c'est pas juste cette partie-là, il faut après courir, il faut faire le reste derrière. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, j'avais été accueilli pour une vidéo dans un pôle d'aviron il y a quelques années de ça hein, déjà. Euh, bon, d'ailleurs, ça te permet de voir, je donne l'info là, avec tout le respect que j'ai pour eux. euh, Ils avaient révolutionné l'entraînement en incorporant des seuils à 2 et 4 millimoles sur leurs athlètes. Est-ce qu'ils avaient fait venir un entraîneur allemand ou anglais, je sais plus, qui était vraiment, il avait entraîné plein de champions olympiques, etc. Bref, on comprend que il n'y a pas que de la précision à ce niveau de performance-là. Ouais, ouais. Mais en tout cas, un truc hyper intéressant, et ça m'avait ouvert les yeux, il disait, bah, en fait, nous, typiquement, quand on fait nos sorties longues, bah, on ne diminue pas forcément le torque qu'on met dans les avirons, d'ailleurs, puisque c'est non... c'est pas une pagaie, les gars, c'est un aviron, en fait. qu'ils ont. L'aviron, c'est pas le bateau, j'ai appris ça. Ça paraît évident pour toi, j'imagine. Euh, Bref, et il disait, en fait, on diminue juste la fréquence. En fait, si on diminue la fréquence par 3, on peut mettre le même torque dans les pagaies sur des sorties de 20 bornes. Et donc, eux, ils vont chercher du spécifique comme ça.
Et donc, c'est hyper intéressant parce que bah, tout de suite, tu fais les rapprochements à vélo. Ah ben en fait, à vélo, euh, faire de la basse fréquence pour travailler la force, comme le disent les anciens, c'est à chier. Parce qu'en fait, tu travailles pas ta force en faisant ça. Si tu veux faire de la force, tu vas dans une salle de muscu, tu fais du squat, etc. Mais de la même manière que le digestif ne fait pas digérer, mais a une utilité sociale, ah là, c'est un sacré fusil de Tchekhov que je suis en train de te faire. Et ben en fait, le faire de la basse fréquence peut te faire travailler spécifiquement un torque spécifique beaucoup plus longtemps que si tu faisais ton allure spécifique de course parce que d'un point de vue physio, tu es beaucoup plus bas. Mais c'est là où le continuum entre faire un squat ton ARM toutes les 3 minutes, enfin pas un ARM du coup, mais tu as compris, et tu vois, d'avoir vraiment cette image de je diminue la charge, j'augmente la fréquence jusqu'à arriver à, bah, on peut récupérer du spécifique là-dessus. Et puis encore plus si tu prépares les 7 majeurs et que inévitablement tu vas finir dans les côtes à 60 RPM parce que ton braquet ne te permet pas de mettre plus de fréquence. Si on continue sur la programmation Aerox, est-ce que déjà tu as l'intention d'en refaire? Et si tu en refaisais, qu'est-ce que tu changerais dans ta préparation, dans l'objectif d'avoir la meilleure performance possible? Assez simple. De toute façon, je donne l'info ici, mais ça va revenir l'année prochaine de façon certaine. C'est déjà plus de temps, un brin plus de volume à pied. Parce que là, je préparais un swimrun à côté, donc je devais nager à côté. Ça prenait Mm. aussi du temps. Et puis surtout, il y avait des sorties longues. Euh, Parce que l'effort, je sais plus, c'était 3h30. Mais bref, en gros, tu es comme sur une préparation marathon au lieu d'être sur une préparation semi-10 km. Mhm. Euh, donc, moins de sorties longues, plus de temps de préparation, un peu plus de volume et surtout maintenant mettre plus de spécifiques, travailler un peu plus les exercices. Là, j'ai croisé par pur hasard Hunter, donc qui est triple champion du monde d'Aerox à Chamonix, parce qu'il y était pour son podcast. Et donc, il me disait, moi, à cette période-là de l'année, je fais énormément de calisthenics, énormément de pompes, de squats à vide, etc., etc. Et en fait, ça me surprend pas vraiment parce que et c'est la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Il est arrivé à un niveau de force où pour lui, une pompe, il peut réussir avec la bonne fréquence à en faire de l'endurance. Mhm. Mhm. Et donc, j'en parlais avec qui me disait ça bref, je sais plus, mais qu'en gros, ta capacité, ton bench max peut jouer sur les burpees, mais de manière générale, ta capacité à pouvoir faire des pompes facilement joue sur les burpees parce que tu vas en enchaîner, je me rends pas compte, 60, 70 peut-être, ça dépend à la longueur de ton saut. Et je rebondis vite là-dessus avant que tu continues. Ça me fait penser à un truc que disait, ou que dit encore un gars qui s'appelle Max Elhaj, qui est un super coach dans le CrossFit, qui bosse pour Training Think Tank, et qui disait que en gros, les meilleurs CrossFitters rendent tous les mouvements du CrossFit cycliques. C'est-à-dire qu'ils les tournent en exercice d'endurance de par leur force, de par leur capacité technique, de par tout ce qu'ils ont pu développer. Et au final, ils sont capables de, entre guillemets, lisser cet effort, alors qu'un débutant, ben, il va pas pouvoir attaquer la même chose sur des HSPU, sur des tractions, sur des thrusters, etc. Alors que eux, ils ont une telle capacité qu'ils arrivent à, en fait, presque faire en sorte que tous ces exercices se morfondent et qu'ils puissent les gérer comme si c'était un effort d'endurance. Et après, il y a forcément des éléments stratégiques, mais en gros, tu sais comment tu attaques un 3 minutes à bloc, tu sais comment tu attaques un 10 minutes à bloc, tu sais comment tu attaques 1 heure à bloc. Et à partir de ça, c'est quelque chose d'assez incroyable de voir les meilleurs le faire. Et donc, c'est ce que tu dis là, avec une force max qui est assez élevée, tu relèves le plafond en fait, et ça fait qu'un effort sous maximal comme une pompe, qui va toujours être à charge égale tant que tu ne changes pas de poids de corps, peut devenir plus facile relativement par rapport à ce max que tu as développé. Il y a deux petites questions d'Instagram qui touchent à l'Aerox, donc je vais te les poser avant de passer à la suite et de parler un peu de ton expérience chez Amoni UTMB. Oli demande, est-ce que l'Aerox est le meilleur complément au triathlon malgré le risque de blessure? Est-ce que c'est un bon complément? Bah, le problème, c'est ça dépend à quel point est-ce que tu fais les deux. Moi, je trouve que les deux se complètent bien, mais peut-être pas en même temps. Mhm. D'osciller d'une année sur l'autre, ou d'une saison sur l'autre, ou d'un semestre sur l'autre. En effet, ça se fait bien parce que typiquement, moi, j'aime bien continuer à avoir des hauts niveaux de force. Tu vois, là, sur les 2, 3 derniers mois, à la fin de ma préparation Norseman, j'arrive pas à maintenir une séance de musculation. En fait, au-delà de 7, j'ai l'impression que je peux m'entraîner plus, mais j'ai plus envie d'aller à la salle. Mhm.
C'est un peu. Et dès que je rebaisse, j'y retourne. Là, tu vois, C'est typiquement, j'y retourne. c'est ton seuil à toi. C'est mon seuil, c'est un autre seuil. Ouais, exact. Et, euh, et, euh, et donc, moi, tu vois, typiquement, ça s'alternerait bien. Mais c'est surtout, moi, je vois ça plus sur une vision. Le sport hybride a toute une raison d'exister et de persister et d'être promu. C'était promu à l'Antiquité, c'était promu au début du 20e. Je veux dire, l'athlète suprême, c'était le décathlonien. Euh, Ça a changé parce qu'on s'est expertisé et parce qu'on a promu l'expertise et la performance. Euh, mais pour des enjeux sanitaires et de santé, on aurait tout intérêt à promouvoir ce genre de sport. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, le triathlon, moi, je trouve que c'est pour le côté aventure. Et pour résumer le côté aventure du triathlon, il existe une aventure dans le triathlon qui vivent ceux qui le pratiquent, que ne vivent pas, par exemple, les gens qui font du duathlon. Et c'est pour ça que personne fait du duathlon. Désolé pour les duathlètes, mais c'est la réalité. Donc ouais, juste la différence qu'il y a entre le triathlon et le duathlon, c'est le côté aventure. Vous pouvez vous le définir sans y passer 2 heures. Et donc les deux se juxtaposent bien parce que tu as d'un côté la prise de risque et l'aventure et de l'autre côté la recherche de performance et le côté sanitaire. Donc enfin moi je trouve ça très pertinent. Ouais. Mm. Super intéressant. Et une autre question de Damien qui demande quand faire du compromise run et après comment casser le sub 1 heure. Alors le compromise run en fait c'est exactement comme en triathlon. C'est beaucoup moins important qu'on le pense et ça devient de plus important à mesure qu'on devient fort. Un débutant, en fait, le seul enjeu pour un débutant de faire de courir après descendre du vélo, c'est de voir à quel point tes jambes répondent de façon bizarre. Si tu l'apprends le jour J, tu sais pas si c'est normal ou si c'est pas normal. Donc l'enjeu de l'entraînement, c'est de dire, bah tu vois les jambes là, comment elles sont bizarres. Bah en fait, regarde, tu peux courir 40 minutes après sans aucun souci. Et puis tu vas voir que ça va évoluer au fur et à mesure. Puis tu vas voir qu'au tout début, bah, comme c'est un peu anesthésié, sur les courtes distances, tu vas avoir tendance à être en sur-régime. Donc moi, c'est tous ces apprentissages-là qui n'ont aucun enjeu physiologique à proprement parler. Mais à mesure qu'on devient bon, tout à l'heure j'ai parlé de points, donc tu augmentes, tu arrives à 100 points, bah, ton but c'est que quand tu arrives à ton run, tu puisses rentabiliser le plus de points possible. Quand tu es débutant, il vaut mieux passer de 50 à 100 points et utiliser 70% de 100 que 100% de 50. Ben, quand tu es un élite, l'enjeu, c'est d'utiliser 100% de 100. Donc, Mm. tu as tout intérêt à mettre beaucoup plus de run compromis. Et donc, si je devais donner des grandes lignes de mon point de vue qui seraient très similaires à ce que je pourrais donner sur un triathlon, ça serait un run compromis par semaine au minimum sur le dernier mois. Voilà, ça c'est le strict minimum pour être prêt psychologiquement. Au mieux sur les 2 derniers mois. Et puis, pour des gens plus élites, tu ferais un run sur le mois précédent et un ou deux runs sur le mois qui précède. Je sais pas, ça fait un sur un mois et un ou deux sur le mois suivant. Et là, il y a la course. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, tu t'en ferais un petit peu plus. Mais Ouais. En ce que fait, je... le problème principal, excuse-moi, je finis là-dessus Oui, parce que bien c'est sûr. important. Euh, le problème du run compromis, c'est que tu vas intrinsèquement beaucoup moins développer ton nombre de points en course à pied. Et tu vas être vraiment dans à quel point est-ce que je vais pouvoir rentabiliser le nombre de points que j'ai. Tu vas t'améliorer sur certains aspects, ce qui fait que ta performance va s'améliorer, mais tu vas pas augmenter ton nombre de points en course à pied. Là, ce qui va beaucoup monter, c'est un fractionné, frais, à pied, où là, tu vas te mettre ta séance, et là, ça va te faire progresser énormément si tu prends le temps d'en récupérer ensuite. Mais si tu commences à faire ce fractionné en ayant fait des trucs la veille, un truc parce que je vais pré-fatiguer, tu enlèves tout l'intérêt que tu peux avoir et tout le progrès que tu peux avoir en course à pied.